Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette table ronde qui s'inscrit dans le cadre du colloque national de réflexion autour de la thématique méfaits du cyberespace, contraintes, enjeux et avenir. Abritant depuis 2013 donc le premier data center de la région, Djibouti souhaite faire donc du numérique un levier et un accélérateur de son développement et devenir à terme un hub numérique régional, une ambition portée depuis quelques années par le président de la République. L'Internet donc a ses avantages, mais aussi malheureusement ses inconvénients, comme tout progrès technique enregistré. Et l'inconvénient principal, c'est que l'Internet touche principalement les plus jeunes d'entre nous qui ne font pas attention aux restrictions et aux mises en garde et sont donc victimes de cette connexion qu'abrite la République de Djibouti, qui, je le rappelle encore une fois, est le premier data center de la région de la Corne de l'Afrique. Pour parler donc de cette thématique en général, avec moi ce soir sur ce plateau, le directeur général de l'ANSSI, Moustapha Mohamed Ismail. Bonsoir monsieur le directeur et merci d'avoir accepté notre invitation. Également le lieutenant Fatouma Mohamed Djama de la brigade de la protection des mineurs, des violences conjugales, également des personnes vulnérables représentant la police nationale. Le directeur donc du centre data de Djibouti Télécom, Burhan Abdelkader, mais également le lieutenant Mohamed Ibrahim Hassan, commandant de la section recherche et documentation de la gendarmerie nationale. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous sur ce plateau. Ma première question va s'adresser donc au directeur du centre data de Djibouti Télécom, M. Burhan Abdelkader. Est-ce que, nous en parlions tout à l'heure, pouvons-nous nous reprocher d'avoir une si bonne connexion? Devrons-nous donc faire face aux restrictions? Quels sont les principaux responsables? Comment faire face à tout cela? Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je voudrais remercier le ministère de la Femme qui a initié ce colloque et remercier aussi Madame la Ministre et aussi les thèmes qui sont soulevés qui concernent les enfants aujourd'hui. Sont d'actualité et c'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans toutes les sociétés connectées, hyper connectées. Pour revenir à votre question, est-ce qu'on peut se reprocher si on peut avoir une si bonne connexion? Je poserai autrement la question parce que l'Internet, c'est quand même aussi aujourd'hui a pénétré toutes les couches des familles, des sociétés. Et donc Internet a ses avantages et ses inconvénients. Il a ses avantages parce qu'aujourd'hui c'est un instrument de communication formidable qui a permis d'ouvrir, d'interconnecter le monde. Hein. Aujourd'hui, concernant les enfants, comment dire, c'est un outil très puissant quand on va parler d'apprentissage. C'est très important quand il s'agit d'innover, quand il s'agit d'interaction avec les autres. Donc, il a un aspect très positif et aujourd'hui, la majorité des enfants, des enfants et des jeunes font leurs devoirs via cet outil numérique. Mmh. Bien entendu, c'est un monde virtuel avant tout, Internet. Donc, il y a tout qui peut se passer et il y a des inconvénients aussi au niveau de l'Internet dans son usage pour les jeunes. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a tous les acteurs importants qui doivent s'impliquer dans la régulation de l'usage numérique pour ces jeunes-là. Donc il y a aujourd'hui dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle une autorité de régulation. Ça s'est fait aussi à Djibouti, qui va définir un cadre légal pour tout ce qui, pour tous les, comment dire, les entreprises qui fournissent des services Internet, entre autres Djibouti Télécom. Donc il y a ça, et puis il y a les institutions de l'État, et il y a tous ces acteurs-là qui doivent... les inconvénients sont aussi pour les jeunes, il y a les dangers, donc il faut qu'il y ait les acteurs, les différents acteurs puissent prendre leurs responsabilités, à commencer par les organismes des régulations, comme entre autres l'autorité des régulations, il y a les institutions de l'État, il faut qu'il y ait des législations aussi qui puissent légiférer pour qu'il puisse y ait un bon encadrement pour l'Internet pour les jeunes. Donc voilà.
Merci. Donc, cette dépendance, nous l'avons compris, à la connectivité donc, des individus touche la jeunesse plus que n'importe qui d'autre. Je m'adresse à présent à la représentante de la police nationale, le lieutenant Fatouma Mohamed Djama, de la brigade de protection de mineurs, des violences conjugales et des personnes vulnérables en général. Qui dit protection des mineurs dit également enquêter sur plusieurs affaires de ce genre. Et vous qui êtes donc au centre de toutes ces affaires et qui êtes confronté donc au quotidien à ce genre d'événements, quelle est votre position par rapport à tout cela? Bonjour d'abord. Bonjour aux invités qui participent à cette émission. Tout d'abord, en fait, en ma qualité d'enquêtrice, je participe à des enquêtes qui concernent la plupart du temps des abus qui sont faits aux enfants. Quand je parle d'abus, il y a les abus physiques, il y a la violence, il y a les agressions sexuelles. Nous avons d'autres infractions qui sont vraiment récentes et qui sont vraiment nocives pour le jeune, telles que la cybercriminalité. Nous avons des affaires que la plupart des enfants, des infractions que les jeunes ne maîtrisent pas, qu'ils ne pensent pas qu'ils sont vraiment dangereux pour eux. Par exemple, il y a des personnes mal intentionnées qui sont de l'autre côté de l'Internet, comme c'est une virtuelle. Donc, ils poussent à ces jeunes à commettre des infractions telles que des vols, à voler leurs parents et à leur envoyer cet argent, à leur donner. Mais cela rejoint ce que disait voilà, c'est les côtés négatifs. Virtuels, voilà. Mais les conséquences sont réelles. C'est vraiment réel parce que nous avons vraiment eu des cas. En fait, les parents sont confrontés à des choses qui, auparavant, ils ne savaient pas que ça existe. Par exemple, nous avons des jeunes, des lycéens, souvent des jeunes lycéens, qui font la connaissance d'autres personnes qui n'ont pas vu, qui n'ont pas connu via les réseaux Internet. Et ces gens-là le poussent à faire des choses en temps normal qu'ils ne devraient pas le faire. Par exemple, nous avons des infractions. Avant, on connaissait que le vol, c'était vraiment physique, quoi. Là, il y a une soustraction frauduleuse de la chose appartenant à autrui. Donc, tu prends une chose qui ne t'appartient pas et tu donnes à autre chose. Là, c'était le vol physique et classique que nous connaissons. Là, maintenant, ça a changé de visage. Le voleur est de l'autre côté. Mais il pousse à ces enfants-là à commettre leurs actes à leur place. Que ces personnes toujours mal intentionnées qui sont à travers l'écran, de l'autre côté de l'écran, à ce qu'ils demandent à des jeunes de faire des choses aussi qui touchent vraiment à leur intégrité physique, mais aussi à leur intégrité morale. Après, ça devient un outil de chantage. Si tu ne fais pas ça, je vais publier les vidéos que j'ai de toi, les photos que j'ai prises de toi. Ça commence des petits trucs comme ça. Et à un moment donné, l'enfant, la plupart du temps, c'est la jeune fille en fait. La jeune fille, elle continue à commettre d'autres infractions, et encore, au point où elle se retrouve dans un cercle vicieux où elle ne en sortira plus. Donc, c'est vraiment dommage et c'est vraiment triste, mais c'est des choses vraiment qui existent. Et autant que parents, autant que police nationale, c'est d'où l'intérêt qu'on avait. En fait, c'était l'idée principale même, la création de la brigade de la protection des mineurs. C'était en fait, quand il y a eu ces nouvelles infractions, que l'autorité, la police nationale, le directeur général avaient initié ces projets à créer la brigade de la protection des mineurs. Donc, tout ceci s'est passé en fait dans l'incognito, mais après, il a fallu que des personnes soient au courant qu'il existe une brigade chargée de leur protéger et de faire des enquêtes et de présenter les infracteurs devant la justice pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Et alhamdoulilah, ça se passe bien, ça vient de tous les côtés, les parents sont sensibilisés. Et si je profite de cette occasion aussi, je dirais qu'il faudrait beaucoup de vigilance de la part des parents parce que ça vient de tous les côtés et on ne sait pas quand. Merci, merci lieutenant. Même question donc au lieutenant Mohamed Ibrahim Hassan, le commandant section recherche et documentation de la gendarmerie nationale. Où en êtes-vous donc dans vos enquêtes et quelle est donc la position de la gendarmerie? Donc, merci pour la question d'ailleurs, merci pour l'invitation de la part du ministère de la Femme et de la Famille. En fait, la gendarmerie nationale a pris la lutte contre ce genre de phénomène il y a très longtemps. C'est-à-dire on a commencé il y a plus de 10 ans de cela. Et les mesures qui étaient prises à l'époque, ils étaient d'ordre organisationnel et d'ordre opérationnel. Si l'on prend déjà l'ordre organisationnel, c'était en 2013 la mise en place d'une cellule chargée des enquêtes, tout ce qui est atteinte à la famille et à l'enfant.
Donc cette cellule, elle existe depuis 2013. Cette cellule dispose des OPJ qualifiés en la matière, qui ont été formés à la fois sur le national et à l'international aussi, toujours dans les domaines des enquêtes et la manière de traiter de la direction des enquêtes quand des mineurs sont impliqués. Ensuite, cette cellule est composée d'un effectif essentiellement féminin. C'est-à-dire qu'une femme pourra mieux comprendre un enfant, puisqu'elle est mère, qu'un homme le ferait. Mais il existe des cas où les enfants sont plus confortables de parler avec un enquêteur masculin. Donc, des hommes aussi figurent dans cette unité, mais c'est une unité essentiellement féminin. Quand on a constaté que les volets cyber, maintenant, prenaient le dessus, le haut commandement de la gendarmerie a mis en place, a créé une cellule des investigations numériques. Et ça aussi, il y a 10 ans de cela. Donc, quand la cellule d'investigation numérique a été créée, toujours au sein de la section de recherche et de documentation, cette cellule maintenant a été intégrée à la cellule d'enquête, à la cellule genre, ce qu'on appelle la cellule de protection de la famille et de l'enfant. Donc c'est maintenant ces nouveaux enquêteurs-là, qui sont des enquêteurs numériques d'ailleurs, aussi formés en investigation numérique, vont effectuer tout ce qui est criminalistique numérique, qui à la base se faisait par d'autres personnes. Et quand on parle de criminalistique numérique, c'est l'exploitation des stockages des données. Parce que ce qu'on a constaté, quand il y a des infractions à caractère sexuel dans la plupart des cas, où les auteurs sont interpellés, dans la majorité des cas, des supports numériques sont retrouvés chez lui ou qui contiennent, dans la plupart des cas, des vidéos à caractère sexuel de ces mineurs. Parce qu'au préalable, il avait essayé de discuter, d'échanger avec ces mineurs. Et je suis en train de parler de mineurs depuis tout à l'heure parce que, selon la loi djiboutienne, enfant égale à mineur, selon l'article 32. Donc on a tendance à dire toujours enfant, enfant c'est mineur. Et mineur, c'est tout ce qui est moins de 18 ans, selon la loi djiboutienne. Donc ce qui veut dire que 17 ans aussi, 17 ans et 364 jours, c'est quand même toujours un mineur. Ce que les gens ne réalisent pas dans la plupart des cas. À partir de 15 ans, on considère que l'enfant, il est désormais adulte, c'est notre culture qui le dit, mais 17 ans, et c'est ce qu'on répète toujours aux parents, 17 ans et 364 jours reste toujours un mineur. Donc, ils vont faire aussi ce qu'on appelle de la cyberpatrouille. C'est toujours cette nouvelle unité qui va faire ce qu'on appelle de la cyberpatrouille. Cette cyberpatrouille, elle consiste à quoi? Elle consiste à surfer sur les plateformes des réseaux sociaux, toutes les plateformes des réseaux sociaux, et c'est 24 heures sur 24, en vue de déceler et de traquer s'il y a des posts incluant des mineurs qui sont violentés, s'il y a des atteintes en direct parfois qui se font. Et d'ailleurs, un cas récemment a été traité dans ce cas-là où une maman habitant à Quartier 4 était en train de violenter en direct sur Facebook sa petite fille de 4 ans. Et donc, puisqu'il y avait ces directs, puisque ces directs-là, il était suivi, les enquêteurs ont pu localiser la maison et ont pu interpeller la personne soupçonnée avant de la traduire devant la justice. Donc sur le volet opérationnel, le haut commandement de la gendarmerie a misé sur la disponibilisation des unités. Partout, il y a des sensibilisations qui sont faites. Le ministère de la Femme et Famille a fait des sensibilisations, l'ANSSI a fait des sensibilisations, nous-mêmes nous faisons des sensibilisations. Mais une fois avoir sensibilisé les parents et les enfants, il faut qu'on mette à leur disposition où est-ce qu'ils peuvent aller porter plainte. Et comme vous le savez, la République de Djibouti, c'est vaste. Ce n'est pas que la ville de Djibouti. Donc, le haut commandement de la gendarmerie a accentué sur le maillage territorial. Aujourd'hui, que vous soyez à Rassian, que vous soyez à Melhoulé, que vous soyez à fin fond d'Assamo, que vous soyez à Balho, il y aura un gendarme à côté. Donc, bien sûr, ces gens-là ne sont pas aussi exposés aux cybermenaces que les gens de la capitale, mais quand même, la gendarmerie nationale a mis les dispositions. Excusez-moi, est-ce qu'il y a des enquêtes qui n'ont pas abouti jusqu'à aujourd'hui, que vous n'avez pas pu résoudre concernant ces cyberattaques ou cybercriminalités envers les mineurs? En fait, à ma connaissance, depuis que nous sommes confrontés à ce genre de phénomène, la plupart du temps, nous arrivons à retrouver les auteurs. En général. En général, parce que nous avons aussi une unité informatique qui sont spécialisées au traçage. Donc, il est arrivé un cas qui est en fait l'auteur de l'infraction, en fait le vrai auteur, la personne qui avait poussé à la jeune fille de commettre l'infraction en soi, était de l'autre côté, en fait, dans un autre pays, en fait. Il était hors de la capitale. On avait ramené le dossier au procureur, mais entre-temps, la personne a pu être extradée et déférée au parquet.
C'est-à-dire extradé vers Djibouti. Vers Djibouti. C'était un Djiboutien. C'était un Djiboutien. C'est un Djiboutien qui s'est trouvé dans un autre pays et il avait usé en fait de l'Internet pour pousser à la jeune fille de faire des petits trucs comme quoi par exemple elle avait volé en fait ses proches parce que sa famille était une famille aisée, donc elle avait pris de l'argent, elle avait envoyé. Parce qu'il la faisait chanter. Il la faisait chanter parce qu'il avait des vidéos d'elle. Et il y avait aussi des photos, donc si tu fais pas ça, je fais ça, si je publie ça dans les réseaux sociaux, ou bien je renvoie ça à tes parents. Donc elle était vraiment contrainte à faire, ou bien il lui envoyait à faire ses courses à sa place aussi, à donner des trucs à des gens que lui, il avait un intérêt personnel à y gagner. Donc c'était son petit ambassadeur à Djibouti, mais qui faisait le truc pas net pour lui. Et finalement, il a été retrouvé et il a été vraiment présenté. Mais sauf les cas où les suspects sont à l'étranger, tous les suspects qui sont sur le territoire national ont pu être interpellés. Ceux qui sont sur le territoire national, on le retrouve généralement. D'accord. Mais c'est ce cas-là qui était vraiment un peu spécial parce que le mis en cause, le vrai auteur était à l'extérieur. Mais ce cas-là aussi, il a été géré parce qu'il y a la collaboration interpolice en fait. D'accord. Merci pour toutes ces précisions. Je me retourne vers vous, monsieur le directeur général de l'ANSSI, Moustapha Mohamed Ismail, vous qui êtes également un organe de régulation, une institution étatique qui travaille dans le domaine de la cybercriminalité, je pense. Quelle est votre position à tout cela? Est-ce qu'il y a des stratégies qui ont été mises en place ou à prévoir dans ce genre de cas? Merci déjà pour l'invitation. Je remercie aussi le ministère de la Femme et de la Famille qui nous apporte un soutien aujourd'hui pour encadrer, essayer de trouver des solutions par rapport à cette problématique. Une problématique à laquelle nous nous sommes penchés depuis l'année dernière, notamment en organisant des séances de sensibilisation vers les lycées, non seulement de la ville de Djibouti, mais aussi dans la région. Par la suite, nous avions, en octobre dernier, organisé la Semaine nationale de la cybersécurité, dans laquelle nous avons abordé plusieurs thématiques. Et toujours, ce qui ressort, et ce qui est toujours très important dans ces genres de rencontres et de discussions, et en premier lieu, c'est comment protéger nos populations les plus vulnérables. Les plus vulnérables étant nos jeunes enfants qui se trouvent exposés face à un monde de plus en plus ouvert, mais aussi violent. Violent dans le sens où les cybercriminels exploitent surtout le comportement humain. Et ils vous mettent face à des situations dans lesquelles vous êtes trop confortable pour réaliser ces infractions. Et c'est très important en amont de sensibiliser beaucoup ces jeunes et leur donner les réflexes nécessaires par rapport à ce genre de situation. La sensibilisation est vraiment un point très important dans la lutte contre la cybercriminalité. C'est conscient des risques qu'on peut apporter des éléments de lutte contre ces méfaits. Donc nous avons beaucoup misé sur ces aspects de sensibilisation, produire des contenus adaptés pour les jeunes, que ce soit dans le milieu scolaire, que ce soit dans le collège, dans les lycées, mais aussi les parents, qui est aussi un des acteurs principaux à ne pas négliger dans ce processus pour encadrer l'enfant. Parce qu'à ce jour, il ne s'agit pas de juste se débarrasser, je dirais, de l'enfant en lui mettant à sa disposition un outil qui est formidable, qui permet l'accès au savoir, qui permet les échanges, comme l'a dit mon collègue, mais aussi qui expose surtout à des violences que souvent nous n'avons même pas pris conscience. Donc c'est dans ce cadre que, en collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille, notre réflexion s'est vue élargir. Parce que c'est une question avant tout qui touche un certain nombre de secteurs dans le domaine de la santé,
parce que rien que le fait de passer plusieurs heures sur un écran a ses effets négatifs. Ça permet aussi de créer des addictions à ces jeunes face à l'écran. Ça leur peut créer des troubles comportementaux. Et donc, il était plus qu'urgent et plus que nécessaire qu'en République de Djibouti, on se penche sérieusement sur la question, d'où l'implication de ce beau monde aujourd'hui autour de nous, mais aussi d'autres, que ce soit les aspects aussi, ne pas négliger, des ministères des Affaires musulmanes, dans les prêches, qui doivent aussi apporter leur concours à cette campagne de sensibilisation. Il s'agit aussi de mener des réflexions sur plusieurs axes. Les axes stratégiques, notamment sur le volet légal, il faut bien un cadre qui régisse l'ensemble pour un usage Internet qui soit adapté à notre culture, qui soit adapté à notre société, tout simplement. Mais aussi sur le volet organisationnel, parce que cette question nécessite une action coordonnée. Ce n'est pas l'affaire des uns ou des autres, c'est l'affaire de tous. Nous sommes tous concernés face à cette problématique. Et on a tous, chacun, en notre côté, un rôle à y jouer. Et c'est ce que ce colloque va essayer de permettre de dégager des pistes de réflexion sur différents aspects pour qu'on puisse offrir un espace qui soit vraiment adapté à nos jeunes, de s'épanouir, de profiter de ce formidable outil pour élever leur niveau d'apprentissage et aussi innover. Donc moi je pense que ce genre de problématique est souvent, apparaît souvent dans les sociétés en développement. Dès qu'un pays veut avancer, il n'y a pas que les avantages, mais également les inconvénients qui viennent avec. Donc ces victimes, ces personnes qui sont victimes de cette cybercriminalité, de ces cyberespaces, par la suite, je pense qu'il y a un traumatisme qui s'installe et un choc qui va durer quelques temps. Je pense que ce genre de personnes ne reproduisent plus jamais ce genre d'horreur, si un jour elles s'en sortent, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour aider ces personnes par la suite? Y a-t-il des cellules d'accompagnement, d'aide au traumatisme ou des cellules psychologiques pour aider ces victimes? La question est... je pense qu'à l'UNFD, ils ont un psychologue. Comme nous travaillons en collaboration avec d'autres institutions telles que l'UNFD, dans les cas de violence, de maltraitance, il y a un psychologue vraiment qui se trouve au sein de l'UNFD, qui nous assiste et qui nous supporte dans nos enquêtes. Et c'est vers elle en fait qu'on s'oriente. Et l'accompagnement vient de ce côté-là. Mais tout ce qui est judiciaire, c'est de notre côté, à la police, la brigade de la protection des mineurs qui les traite. Et le côté accompagnement, il y a l'UNFD. Deux fois, il y a la MFF avec comment dirais-je, les assistants sociaux. Il y a des assistants sociaux qui sont avec eux, qui sont formés dans le domaine de la protection de l'enfant. Je pense que je rentre un peu dans le détail de personnes qui fera ça. Donc oui, il y a un suivi qui vient après enquête et après que l'infraction et le dommage est réparé. Donc il faut qu'il y ait un suivi de la personne qui est vraiment atteinte de cette infraction. Alors, comment est-ce que les parents, qui sont les premiers concernés quand ces mineurs sont victimes de ce genre d'attaque, comment les parents devraient réagir? Est-ce qu'il y a des formations ou des conseils à leur donner? Comment doivent-ils réagir? Quels sont les réflexes à adopter? Alors, il y a des outils, ce qu'on appelle des outils qui permettent de protéger les enfants. En fait, il n'y a pas une solution miracle. D'accord, pour créer un environnement sécurisé pour les enfants. Tout d'abord, il faut mettre l'accent sur qu'est-ce que c'est qu'un danger sur Internet. D'abord, il faut mettre les parents au centre de cette éducation. Qu'est-ce que c'est qu'un danger sur Internet? On parle des dangers, des sécurités, mais il faut savoir quel type de danger existe sur Internet, quel type de sécurité est disponible. Déjà, il faut faire prendre conscience de ces deux concepts à nos jeunes, aux enfants et aux parents aussi. Ensuite, il y a, c'est une combinaison de dispositions qui peuvent
peut-être créer un environnement sain pour que nos jeunes puissent surfer tranquillement, utiliser à bon usage l'outil numérique. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a entendu parler du contrôle parental. Voilà, c'est un logiciel qui permet de filtrer. Mais le contrôle parental c'est une fonctionnalité. C'est une fonctionnalité, mais sur les appareils qui appartiennent aux enfants, mais sur les appareils des parents que les enfants utilisent. Mais je vais un peu détailler. Alors, aujourd'hui, c'est un outil qui accompagne tout le monde, hein, pour les enfants. Surtout, c'est une population, c'est prédestiné pour une population jeune. Donc, c'est un outil qui permet c'est une fonctionnalité qui permet de filtrer, de bloquer des contenus inappropriés. D'accord ? Ça, c'est un des aspects de sécurité, un des aspects qui permet de sécuriser l'usage de l'Internet pour les enfants. Donc, ce n'est pas une solution optimale. C'est une des premières barrières. C'est une des premières barrières parce que voilà, cet outil a des fonctionnalités de base comme limiter le temps d'exposition aux écrans, filtrer certains contenus, bloquer certaines applications, localiser votre enfant aussi, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce logiciel peut être utilisé sur le support familial, mais après maintenant, les enfants ils ne sont pas souvent dans un cadre familial, ils vont à l'école, même si au niveau de l'école on fait des protections, après ils ont, voilà, il y a des smartphones, des tablettes, c'est-à-dire ils peuvent toujours échapper au filtrage des contrôles parentaux. Mais, comme l'a dit Moustapha aussi, le meilleur endroit pour protéger l'enfant, ça reste la cellule familiale. Parce que nous, en tant qu'opérateurs, on fait le maximum pour mettre toutes les technologies disponibles pour sécuriser l'Internet. On ne peut pas tout bloquer parce qu'on est régulé. On peut soit sous-bloquer, c'est-à-dire qu'il y a deux problématiques auxquelles on fait face en tant qu'opérateur en général. S'il y a des dispositions de l'État qui disent de bloquer, c'est souvent on ne bloque pas assez. Sinon, c'est surbloqué, on a trop bloqué. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de difficile à maîtriser. Donc je pense que l'endroit idéal, c'est le cocon familial. Et c'est là où il faut suivre l'enfant, discuter avec l'enfant, ne pas le laisser seul à l'instrument numérique, le PC, ne le laisser pas dans la chambre. C'est des petits gestes comme ça. Et voilà, avec l'application contrôle parental, je pense qu'on peut améliorer les cadres sécuritaires de l'enfant. Il faut aussi beaucoup discuter avec l'enfant pour susciter la créativité. Il faut lui expliquer... Et des mises en garde également. Oui, expliquer ce que c'est un danger, parce que tous les méfaits qui se passent dans le monde virtuel ont des conséquences, comme l'a dit, dans la vie réelle. Voilà, il faut créer une discipline, mais aussi une autonomisation numérique pour votre enfant. C'est très important. C'est pourquoi la famille, finalement, a le dernier mot, a un rôle vraiment capital par rapport à la protection. Nous sommes toujours sur le plateau de la table ronde qui s'inscrit dans le cadre du colloque national de réflexion sur les méfaits du cyberespace, contraintes, enjeux et avenir. Plusieurs invités autour de moi. Également la directrice de la famille au ministère de la Femme et de la Famille, Mme Fouzia Ali Osman. Bonsoir Madame la directrice. Alors le ministère de la Femme et de la Famille est l'initiateur donc de ce colloque national autour de cette thématique sur les méfaits du cyberespace. Quel est à votre niveau donc ce qui a été réalisé ou ce qui va être donc réalisé pour la protection de l'enfance en général? Merci beaucoup, M. Ahmed, de m'avoir donné la parole. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les intervenants qui ont participé avec nous dans le cadre de ce colloque. Le ministère de la Femme et de la Famille, c'est le ministère qui a le mandat de la protection de l'enfant. Et depuis sa création, le ministère a mis en place des politiques et des stratégies pour la protection de l'enfant. En 2018, il y a eu la plateforme de la protection de l'enfant et le ministère, en tant qu'entité, est là pour protéger tous les pays et tous les enfants vivant sur les sols djiboutiens. L'initiative de ce colloque, c'est récemment que le ministère a décidé de
de faire des sensibilisations dans le cadre du méfait du cyberespace. Et ces sensibilisations vont nous guider dans le cadre du colloque. Une fois que le colloque sera réalisé, on pourra ressortir toutes les recommandations et les actions qu'on pourra réaliser dans le cadre du méfait des réseaux sociaux dans les années à venir. Donc, ces colloques ont commencé à faire des sensibilisations sur tous les territoires. Donc, ces sensibilisations, on a commencé par le plus bas jusqu'au plus haut niveau. On avait dit, on a commencé par les écoles primaires d'abord, parce qu'il y a des enfants de 11 ans qui s'y connaissent mieux que les parents les réseaux sociaux. Donc, on a fait les écoles primaires, on a fait les collèges, on a enchaîné avec les lycéens. Et ensuite, on a essayé de discuter avec les parents. Parce que les parents, c'est les principaux acteurs qui puissent nous appuyer à éradiquer ces méfaits au niveau de l'Internet. Donc, ensuite, on ne s'est pas limité au niveau de Djibouti-Ville, on a enchaîné au niveau des régions de l'intérieur. Les recommandations, bon, sûrement, on va publier une fois que le colloque sera terminé, mais les recommandations qui revenaient souvent dans le cadre de ces sensibilisations, c'était de limiter l'Internet. Les parents étaient vraiment, je vais dire, ils étaient contents de voir un département ministériel en charge de la protection de l'enfant puisse aborder ces thématiques dont on n'avait pas eu avant cette opportunité de le faire. Grâce à l'ANSSI qui nous ont beaucoup appuyé dans le cadre des programmes, on a pu faire ces sensibilisations, mais Inch'Allah, à l'avenir, on pourra continuer jusqu'à ce qu'on puisse éradiquer ces méfaits des réseaux sociaux qui touchent plus les enfants que les adultes. Merci pour toutes ces précisions. Je me retourne vers les corps. Donc, y a-t-il des enquêtes qui n'ont pas abouti jusqu'à aujourd'hui, des enquêtes qui n'ont pas été résolues, lieutenant Mohamed? Et qu'est-ce qui est fait dans ce genre de cas? Donc, une fois qu'une enquête est ouverte, d'ailleurs, c'est pour tout type d'enquête, ce n'est pas uniquement l'enquête cyber, tant que tous les éléments n'ont pas été recueillis, tant que la procédure n'est pas finalisée, déjà, la procédure sera en instance. Que ça prend, bien sûr, en tenant compte de la prescription. Mais cette procédure sera ouverte jusqu'au moment où cette personne sera interpellée ou que cette procédure trouvera un autre dénouement. Si, bien sûr, il s'est passé entre-temps quelque chose qui va éteindre l'action publique. C'est-à-dire, peut-il y avoir prescription dans ce genre d'affaires? Ces genres d'affaires sont toujours qualifiés de crimes ou de délits. Donc, soit il s'agit d'un crime, soit il s'agit d'un délit. Donc, les crimes disposent de leur propre délai de prescription et les crimes aussi disposent aussi de leur propre délai de prescription. Donc, pour le moment, le nouveau code numérique est en interministériel, comme l'a confirmé M. le DG. Donc, est-ce que le nouveau code numérique va donner d'autres dispositions pour ce type d'enquête? On ne sait pas encore, on attendra au moment opportun. Mais pour le moment, ces enquêtes sont toujours qualifiées de crimes ou de délits. Donc, si c'est un acte criminel, il va prendre les mêmes prescriptions des actes criminels. Si c'est un délit, il va prendre les mêmes prescriptions de délits. Maintenant, pour ce qui est des atteintes cyber, surtout lorsque des enfants sont impliqués, dans la plupart des cas, les personnes sont retrouvées. Parce que ces gens-là, parce que quand on entend le mot cyber, aussitôt on pense qu'il s'agit des gens, des experts en informatique, c'est des gens qui savent très bien cacher leurs traces. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas comme ça. C'est juste une personne qui a un téléphone. C'est une personne normale qui a un téléphone, qui a un compte Facebook, qui va essayer d'engager une conversation avec un enfant et qui va continuer cette conversation jusqu'à obtenir ce qu'il voulait à la base. Et une fois qu'il obtient ce qu'il voulait à la base, c'est là, ce n'est plus la peine, il ne se cache plus en fait. Il ne se cache plus, il est visible, il y a sa photo. Et comme vous savez, il est très facile de retrouver quelqu'un à Djibouti, si tu en as la photo, parce qu'il y aura sûrement un avis de recherche déjà, sera envoyé à toutes les unités judiciaires. Donc tôt ou tard, quelqu'un l'interpellera. Maintenant, quand la personne, comme l'a dit le lieutenant, se trouve en dehors du pays, dans ce cas-là, il faut suivre toujours les procédures en vigueur dans ces genres des actions. C'est-à-dire que cette procédure, elle est lente. Elle est très lente pour le moment. C'est une procédure qui est lente, qui va prendre du temps, parce que ça va passer de notre justice vers la justice de ce pays-là, en passant par les voies diplomatiques. Donc, et tout cela va prendre du temps. Donc, est-ce qu'on va
attendre jusqu'à ce que cette procédure aboutisse, oui, on va attendre jusqu'à ce que cette procédure aboutisse, mais entre-temps, on va continuer aussi d'autres investigations, tout ce qui peuvent se faire ici sur Djibouti. Donc, Madame la directrice a mentionné maintenant ce qui est tout de suite le rôle des parents. Elle a mentionné que le rôle du parent. Donc, les parents aussi ont un rôle très important à jouer. Parce que le directeur a mentionné les côtés techniques de la chose, c'est-à-dire les logiciels de contrôle parental, qu'est-ce qu'on peut faire techniquement, qu'est-ce que les parents peuvent faire techniquement. Mais il y a les volets humains aussi. D'ailleurs, j'en ai parlé de cette affaire à monsieur le directeur général. Tout récemment, au début de l'année, nous avions eu une affaire où une jeune fille de 12 ans se faisait abuser sexuellement pendant plus de 3 mois parce qu'elle avait peur de dénoncer à ses parents, tout simplement. Donc si ces parents, au début, ils avaient fait comprendre à cette petite fille qu'elle est victime de quelque chose, elle peut en parler à ses parents, donc les parents allaient trouver des solutions. Donc cette petite fille, par peur de ses parents, subissait pendant 3 mois des actes des agressions les parents sexuelles. n'ont pas été sensibilisés sur ce genre Ils n'ont pas d'affaires. été sensibilisés. Ils n'auraient pas compris que cette jeune fille vivait un calvaire. Et ils n'ont pas, la jeune fille n'avait pas cette image de ses parents qu'ils vont la comprendre. Parce que le côté culturel prend le dessus du côté humain. Donc, quand, après 3 mois de sévices, et par des adultes qui sont d'ailleurs une demi-douzaine, c'est-à-dire 6 adultes, et pendant 3 mois, et une jeune fille qui avait 12 ans, juste 12, c'est-à-dire 11 ans. Au moment des faits, elle avait 11 ans. Alors, si je peux profiter de l'occasion aujourd'hui, c'est de dire aux parents de montrer à vos enfants que quand ils sont victimes de quelque chose, peu importe le sévice, peu importe le mot, qu'ils peuvent en parler et que les parents, après, vont prendre les bonnes décisions. Ils ne vont pas commencer à juger la petite fille ou le petit garçon, mais ils vont quand même aller chercher de l'aide. Donc si déjà il faut joindre dans les sensibilisations auprès des parents, c'est surtout de miser sur les côtés humains, sur la mise en confiance de l'enfant. C'est ce que je voulais ajouter à propos de ce que Madame la directrice a dit. Un mot à ajouter? Effectivement, si je poursuis en fait le propos de mon collègue, c'est qu'en fait le parent joue un rôle essentiel. Et les côtés culturels, les coutumes, en fait, ça bloque ces côtés-là. En fait, il faut que le parent apprenne à leurs enfants à ce qu'ils peuvent se confier à eux. Il faut que les parents soient à l'écoute de leurs enfants. Parce que s'ils ne sont pas à la même hauteur que nos enfants, si nous ne suivons pas le rythme de l'enfant, si nous ne comprenons pas notre enfant, si l'enfant n'arrive pas à se confier à nous, alors vers qui il ira? Exactement. Donc c'est une interrogation. Donc il subira ses sévices et il le cachera. Il faut que les parents en fait soient à l'écoute de leurs enfants. Il faut que nous soyons proches de nos enfants. En tant que mère, je préconiserais que surtout les mamans soient à l'écoute dès le jeune âge jusqu'à ce qu'elles atteignent l'adolescence. Il ne faut pas qu'on s'arrête à un niveau, il ne faut pas qu'on attend. Bon, une fois qu'elle grandira, une fois que l'enfant grandira, il aura 10 ans, 12 ans, la puberté. Non, on commence dès le plus jeune âge et on continue, on grandit avec l'enfant. En grandissant avec l'enfant, nous arriverons à déceler, en fait, en cas où il y a un problème, en cas où il y a des choses qui ne vont pas avec le comportement de l'enfant. Donc, nous devons être à l'écoute de nos enfants. Merci à vous. Donc le mot de fin revient au directeur général de l'ANSSI. Vous avez été interpellé donc plusieurs fois sur ce genre d'affaires. Quelles sont donc les solutions que vous préconisez par rapport à ce genre d'affaires? Tout d'abord, je dirais qu'il y a un volet légal qui est aussi important. Notre pays est en train de renforcer son cadre légal qui va permettre bien sûr au corps de la police et de la gendarmerie de pouvoir mieux mener leurs enquêtes, mais aussi de clarifier certaines dispositions. Sur le volet international aussi, c'est très important parce qu'aujourd'hui, le numérique, c'est un monde ouvert. Donc cela passe par des conventions internationaux que notre pays doit préparer à les ratifier, notamment pour l'Afrique, la convention de Malabo, mais aussi la convention de Budapest pour l'Europe. Donc c'est très important d'avoir aussi ce volet coopération internationale pour nous permettre aussi d'avoir des dispositions au cas où le cybercriminel se trouverait hors de la portée de nos enquêteurs. Sinon, d'une manière générale, pour essayer de répondre à des pistes
de réflexion, il a été rappelé plusieurs fois le rôle des parents et surtout, je dirais, de nouer surtout un dialogue continu avec les enfants. Pourquoi un dialogue continu? C'est parce que ce n'est pas parce qu'on a mis les moyens à disposition, parce que notre société a souvent tendance que le monde évolue, il y a de nouvelles technologies qui s'introduisent dans l'apprentissage de l'enfant. Les parents cherchent les moyens à combler ces moyens. Mais là où le pas blesse, c'est dans l'accompagnement de l'enfant à l'usage de ces moyens mis à leur disposition. Et c'est là où nous tous, nous devrons continuer à sensibiliser les parents, à être toujours proches de leurs enfants, ne pas les isoler, parce que quand un enfant est isolé, il s'expose encore plus à des risques qui sont très graves. Et cela passe aussi par des formations, justement, à ses parents pour l'usage même de ces outils que beaucoup ne connaissent pas, malheureusement. Cela passe aussi par des contenus qui leur sensibilisent dans nos propres langues, que ce soit les langues du pays, en Somalie, enfin, le rôle des médias, oui. Le rôle des médias qui sont très importants aussi, un rôle très important à jouer au niveau, sur les radios, tous les moyens de communication doivent être mis à disposition pour faire comprendre aux parents les enjeux liés à ces menaces. Et surtout, j'en reviendrai encore sur l'action coordonnée. Donc il nous faut plus de coordination, que ce soit au niveau de la santé pour essayer de suivre justement ce côté psychologique de ces enfants, mettre à disposition dans certains centres psychologiques des cellules d'écoute où on accompagne non seulement les enfants mais les parents aussi à aider parce qu'ils peuvent se retrouver dans une situation où, et selon nos cultures, on a souvent plus à blâmer l'enfant que plutôt à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et c'est pas en le blâmant, on peut nuire encore davantage l'enfant. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Il y a un ensemble d'outils. Et plus généralement, comme on dit en matière de cybersécurité, c'est 80% et plus d'organisationnel que 20% de technique seulement. Donc le volet technique, il y a des pistes, il y a des éléments qu'on va peut-être débattre lors de ce colloque, exposer, discuter. Et ce qui est plus important, donc, c'est ce côté organisationnel, avoir les bons instruments, que ce soit juridique, que ce soit d'apprentissage, que ce soit à tous les niveaux, les parents, souvent notre société, on voit pas que les parents, parce que les parents peuvent être disposer d'un niveau scolaire assez bas. Il faut aussi leur apporter d'autres solutions à eux, que ce soit à travers des proches souvent, qui habitent dans la même maison. Donc, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est la prise de conscience de cette problématique. Cette prise de conscience, que tout le monde aussi s'approprie cette problématique. Et ça, c'est déjà un premier point positif, qui pense que ce type d'action doit être pérennisé, qui doit être continu pour arriver justement à une solution qui soit adaptée à nos enfants. Et je dirais que les chemins restent encore à parcourir. Merci donc pour toutes ces précisions. Merci à vous tous d'avoir bien voulu répondre à nos questions ce soir et nous donner donc des pistes de solutions et de voir ensemble comment faire face donc à tout cela. C'est la fin donc de cette table ronde organisée dans le cadre du colloque national de réflexion autour des méfaits du cyberespace, contraintes, enjeux et avenir. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente suite de programme sur Télé Djibouti.